Ah, c'est Mélenchon alors? Oui. Maintenant, vous êtes mélenchoniste. Mais j'ai toujours été pour une union des gauches antilibérales. Donc celui qui proposera la meilleure des unions de la gauche antilibérale aura ma voix. Mais je suis républicain, moi ça m'intéresse la République libertaire, ça m'intéresse que des gens comme Mélenchon puissent parler de services publics, d'éducation, etc. Tout ça me va très bien. Donc j'attends de ce côté-là une espèce de fédération des gauches antilibérales, mais cette gauche de droite, non merci. Non. Un temps quand même, c'est plutôt, je sais pas, vous voyez bien du côté de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Oui, je l'ai soutenu un temps, oui. Oui, et c'est fini déjà. Ça a commencé le 5 janvier 2011, quand je l'ai entendu à France Inter dire que Cuba n'était pas une dictature. Ah. Et quand le journaliste lui a demandé de répéter, il a dit oui, Cuba n'est pas une dictature. Alors voilà cet homme qui nous dit que la Ve République, la Constitution de 58, c'est quasiment fabriqué par un fasciste qui s'appelait le général de Gaulle, mais qui trouve en même temps que Fidel Castro n'est pas un dictateur. C'est un personnage qui nous a dit du bien d'Hugo Chavez, qui lui, un temps, disait à Kadhafi que s'il voulait finir ses jours tranquilles, il voulait bien l'accueillir. Le même Chavez considérait qu'il pouvait accueillir Ahmadinejad, qui lui avait décidé qu'on pouvait rayer d'un trait de plume l'État d'Israël. Bah oui, mais je veux dire que quand on a choisi, quand Mélenchon nous dit mes héros dans la Révolution française sont Saint-Just et Robespierre, on ne parle pas par hasard. On aurait pu dire ce sont les Girondins, on aurait pu dire c'est Condorcet, on aurait pu dire c'est Varlet par exemple, ça signifiait tout à fait autre chose. Donc il y a une cohérence entre l'appel à la Révolution française, l'idée qu'on puisse se référer à Robespierre et Saint-Just, l'idée qu'on puisse considérer que finalement la terreur, finalement c'est tout à fait défendable, et ce que dit Eva Joly. La défense d'Hugo Chavez qui reçoit Ahmadinejad, qui nous a dit qu'il allait rayer de la carte Israël. La défense de Castro, dont il nous dit que finalement ça n'est pas un régime dictatorial. La défense de tous ces personnages tout à fait indéfendables. L'idée que le Tibet, il est préférable qu'il soit sous domination chinoise que tibétain autonome et indépendant. Tout ça est très cohérent, me semble-t-il. Donc je pense qu'il faut prendre chaque mot et considérer que quand on dit Robespierre et Saint-Just sont mes héros, ça fait sens. Et quand il ajoute François Mitterrand aussi, ça fait sens également. C'est un personnage qui nous a dit du bien d'Hugo Chavez, qui lui, un temps, disait à Kadhafi que s'il voulait finir ses jours tranquilles, il voulait bien l'accueillir. Qu'on commence par Chavez, parce que c'est un sujet sérieux. Moi, je ne partage pas son évaluation et je pense que je comprends pourquoi il se trompe. Mais il se trompe, radicalement. Je pense que Chavez réduit le problème à sa vision géopolitique, qui est l'ennemi, ce sont les États-Unis. Attention, les États-Unis vont intervenir en Libye. Au point de départ, j'étais d'ailleurs, je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai fait un communiqué sur le thème, j'étais attristé. Parce que je me dis, mais c'est pas possible quand même qu'ils ne comprennent pas à ce point ce qui est en train de se passer. C'est pas la première fois que je vois des dirigeants latino-américains réduire toute leur vision du monde à leur rapport de force avec les États-Unis d'Amérique. Ils ne voient les choses qu'à travers ce prisme, pour la raison que les États-Unis d'Amérique sont extrêmement agressifs et on manipule, crée des complots, vous le savez. Ils ont fait un putsch au Honduras, ils en ont payé un autre en Équateur. Tout ça s'est passé l'année dernière. Mais je pense qu'ils se trompent lourdement. La révolution dans le Maghreb et dans le Moyen-Orient favorise le processus général d'émancipation des peuples. Cependant, là, alors attention à ce que vous faites. Pour ma part, que les choses soient bien claires. Je soutiens la révolution au Venezuela, je soutiens la révolution au Moyen-Orient et au Maghreb. Je ne suis donc pas d'accord avec l'évaluation d'Hugo Chavez. Pour autant, ça ne me fait pas me méprendre sur qui il est. Le même Chavez considérait qu'il pouvait accueillir Ahmadinejad, qui lui avait décidé qu'on pouvait rayer d'un trait de plume l'État d'Israël. Ce qu'a dit M. Ahmadinejad n'est pas acceptable. C'est la première fois qu'on voit un pays, pourtant il y en a des pays qui sont en tension entre eux, et certains armés de l'arme nucléaire, comme c'est le cas pour le Pakistan et l'Inde. Mais à aucun moment le Pakistan ou l'Inde ne se sont armés en disant « j'ai l'intention de détruire mon voisin ». Là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire « si on a une bombe, on ira taper sur Israël ». Ça, personne ne peut accepter une chose pareille que sur le plan international, quelqu'un décide qu'il va détruire et à coup de bombe atomique son voisin. Qui plus est, comme nous sommes dans le sens du vent, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour nous. Donc, le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire. Un régime théocratique est toujours un danger pour le reste de l'humanité. Partout où l'on met des religieux au pouvoir, il faut s'attendre à des abominations. Eh bien, voici que l'Iran confirme que c'est abominable de mettre des religieux au pouvoir. La défense de Castro, dont il nous dit que finalement, ça n'est pas un régime dictatorial,
Cuba, que l'on doit mettre dans son contexte des Caraïbes. Je vous signale que dans les Caraïbes, il n'y a qu'une chose qui marche bien, c'est les départements français d'outre-mer. Tout le reste est dans la pauvreté la plus abjecte. À Cuba, ils ont une des voies choisies de développement. Je vous signale que Cuba a été réintégré. C'est une démocratie. Attendez, c'est certainement pas une démocratie au sens où Mais nous c'est pas une l'entendons. dictature. C'est tout à fait évident. Non, c'est pas une dictature. Ça, pour moi, clairement, non. Mais si je me suis retiré, on a le droit d'avoir un avis Oui, qui n'est bien pas le sûr. vôtre, non, Non, mais d'accord. j'essaye de le préciser, Donc, c'est je ne tout. suis pas partisan d'établir en France le régime cubain, je vous rassure tout de suite, si c'est ça votre interrogation. Mais dans le contexte de l'Amérique du Sud, je ne suis pas d'accord pour qualifier Cuba de dictature, et je salue la contribution de Cuba socialiste à la lutte des peuples de l'Amérique du Sud pour leur liberté. Dans tous les pays d'Amérique du Sud, et d'ailleurs Cuba est membre de toutes les organisations internationales d'Amérique du Sud. L'idée que le Tibet, il est préférable qu'il soit sous domination chinoise que tibétain autonome et indépendant. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord avec le projet politique du Dalai Lama, qui est un curé tibétain d'une des 4 sectes. Faisons court. Vous êtes d'accord avec la répression chinoise? Non, mais non, bien sûr que non. Comment pourrais-je être d'accord avec une On chose peut passer pareille? au troisième point. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, monsieur. Il faut droit de regarder réponse- le droit de votre réponse est irresponsabilité beaucoup plus long. politique totale. Ouais. Car la revendication du Dalai Lama, c'est l'indépendance du Tibet historique. Vous savez même pas où c'est. Ça représente le quart du territoire de la République populaire de Chine. Ça représente, et il va en expulser ce qu'il appelle les colons, 100 millions de personnes. Pour régler le problème de 300 000 réfugiés à Jérusalem, on y est depuis 40 ans. Alors, supposez qu'un homme responsable dise, si la France a reconnu la Chine dans ses frontières en 1964, et c'était pas Georges Marchais qui a reconnu la République populaire de Chine, c'est le général de Gaulle. Alors on respecte ses frontières et on ne peut pas être d'accord avec un curé qui prétend faire une sécession du quart du territoire de ce grand pays pour y installer un régime clérical. Vous n'avez qu'à lire la constitution que propose le Dalai Lama et en expulser 100 millions de personnes. Bon, d'abord on va mettre de côté quelque chose que vous ne voulez pas dire, mais j'en suis certain. Je n'ai aucune tendresse pour le régime russe ni pour le régime chinois. C'est bien en le disant. Voilà. Oui, mais je pourrais faire la liste. Je n'ai aucune tendresse pour le régime de la Corée du Nord, je n'ai aucune tendresse pour le régime de la Birmanie, je n'ai aucune... On fait le tour du monde. Non. D'accord? Oui, mais il y a quelque chose qui souvent est un peu On parle de embarrassant. grande puissance, Jean-Luc Oui, oui. Mélenchon, vous avez compris. Il y a peut-être, mais il n'y a pas de petit peuple. Donc, souvent, j'ai été interpellé assez grossièrement sur la Chine. Hein. Vous êtes un ami de la Chine. Bon, j'ai entendu toutes sortes de choses. Et justement, c'est pas ce que j'ai choisi. J'ai bien il semble compris. que Mais, pardon, comme on nous écoute, j'en profite pour régler des comptes avec d'autres. Hein. Ben oui, mais je veux dire que quand on a choisi, quand Mélenchon nous dit mes héros dans la Révolution française sont Saint-Just et Robespierre, on ne parle pas par hasard. Mon goût après est devenu, s'est affiné. C'est évidemment la figure de Maximilien Robespierre qui a été en quelque sorte le phare, mais peut-être plus encore en raison de son jeune âge et de cette conscience brûlante qu'il avait de lui-même, Saint-Just. Vous le citez d'ailleurs dans un nouveau livre. Vous terminez même votre dernier livre, qui s'en aille tous, par une citation de Saint-Just, Osons. Oui, parce qu'il a eu une espèce de sentiment romanesque et héroïque de l'histoire. On envoie Saint-Just aux armées sur le front de l'Est, où il a rempli un rôle extraordinaire au moment où la patrie était en danger. Et cet homme si jeune, il doit avoir 22, 23 ans à l'époque, prend des mesures qui montrent en lui une espèce de talent extraordinaire des situations. Et pour ce que je fais, ça a une grande importance. Hein. La politique, c'est un art de réalisation. Il faut bien sûr être armé théoriquement, mais il faut avoir ce sens du moment, le kairos des Grecs en quelque sorte. Mais là, c'est dans l'action. Et Saint-Just arrive, et c'est extraordinaire. Les troupes sont dans des campements sordides, il y manque des chaussures. Il fait aussitôt un arrêté qui oblige les bourgeois de Strasbourg à fournir 20 000 paires de chaussures en sous 48 heures, ce qu'ils font d'ailleurs promptement, ils y avaient intérêt. Ensuite, il édicte toutes sortes de décisions de cette nature, et enfin, il se porte sur le front à Landau, et il se met, il a ces 3 plumes bleu, blanc, rouge sur la tête. Il faut s'imaginer la cible que ça représente. Un type harnaché de cette manière-là, qu'on voit à 200 ou 300 mètres, c'est-à-dire largement à la portée d'un fusil, et il bondit des tranchées pour faire sortir la troupe, sous les cris Landau ou la mort. Il invente les slogans politiques, bref. Ce personnage, vous voyez, j'en vibre encore, je m'y
On aurait pu dire ce sont les Girondins. On aurait pu dire c'est Condorcet. Je pensais, pour commencer, à cette fulgurance de Condorcet, arrêtée, sachant bien qu'elle allait être son destin à partir de là, et qui écrit dans un de ses derniers textes un cri d'espoir dans la capacité de l'humanité universelle, et il dit que rien n'est hors de portée de l'intelligence humaine, et il conclut en disant « Nous vaincrons la mort ». Vous avez vu ce peuple applaudir le féminisme, c'est-à-dire la frontière la plus avancée de la liberté que l'on puisse concevoir dans son esprit que de dire ou bien tous les êtres humains ont les mêmes droits, ou bien aucun n'en a, comme l'a dit Condorcet. L'idée qu'on puisse considérer que finalement la terreur, finalement, c'est tout à fait défendable. Je trouve que Mélenchon est beaucoup plus l'héritier d'une forme de terreur que l'héritier des plus belles valeurs de la Révolution. Et quand il ajoute François Mitterrand aussi, ça fait sens également. Je le dis parce que le goût des caricatures et de la pensée simple, en quelques mots qui tiennent dans des phrases courtes, c'est-à-dire le format médiatique, nous condamne à être soit des ennemis aveuglés de François Mitterrand, soit des mitterrandolâtres. Entre les deux, il n'y a de place pour rien. En tout cas, il semblerait qu'entre les deux, il n'y ait pas de place pour l'intelligence. Je pense que précisément, c'est l'effet qui est recherché. On ne pourrait pas adhérer rationnellement à ce qu'a été le combat de l'union de la gauche. Et précisément, c'est cela que nous avons non seulement à sauver, mais à reprendre à notre époque. Trop s'en souvenir, hein. Ça pourrait donner des idées. Partage des richesses. Retraite à 60 ans. 5e semaine de congés payés. Semaine de 39 heures payées 40. Hausse du SMIC de 10%. Du minimum vieillesse de 20%. Des allocations familiales de 55%. Création de l'impôt sur la fortune, créé en 1982, abrogé par la droite en 1986, rétabli par la gauche en 1988. Relèvement de 60 à 65% du taux supérieur de l'impôt sur le revenu. Application d'un prélèvement additionnel exceptionnel de 25% sur les revenus supérieurs à 100 000 francs. Pas beaucoup, hein? Nationalisation des 36 principales banques de dépôt et des grandes industries. Alcatel-Alstom, Saint-Gobain, Péchinet, Thomson, Rhône-Poulenc et tutti quanti. Le 14 juillet 1986, je veux rappeler à tout le monde, quand on vous dit « oui, mais les privatisations », laissant entendre que Mitterrand, après avoir nationalisé, privatisait une fois le masque tombé. Tout le monde semble avoir oublié que, justement, le 14 juillet 1986, et vous savez que François Mitterrand aimait les symboles, refuse de signer les ordonnances de privatisation, celles qui concernaient notamment Havas, Matra, TF1, Saint-Gobain, la Société Générale et Paribas. Partage des richesses encore, loi Auroux sur les droits des travailleurs, droit d'expression des travailleurs sur leurs conditions de travail, obligation de financement des comités d'entreprise, droit de retrait pour les salariés en cas de danger. Émancipation et liberté. Doublement du nombre de bacheliers sous les deux septennats de François Mitterrand. Création du bac pro en 1985. Abolition de la peine de mort. Légalisation des radios libres. Suppression de la Cour de sûreté de l'État et des tribunaux militaires. Abrogation des lois anti-casseurs. Égalité homme-femme. Loi Roudy interdit les discriminations de genre qui jusque-là étaient légales, car autrefois on pouvait dire qu'une annonce d'emploi était réservée à un homme ou réservée à une femme. Remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Abolition du délit d'homosexualité. Doublement du budget de la culture, passage à 1% du budget. Création de la fête de la musique, vous vous en souvenez, création des zéniths et des musées dans les villes. Protection des espaces naturels du pays, loi littorale. Je m'arrête là parce que sinon on y passe la soirée.